Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal, le projet des Econ City enterré par les autorités. Et c'est la fin officielle de ce projet ambitieux porté par l'artiste R&B Akon, qui avait voulu développer dans une banlieue de Dakar une cité moderne, futuriste sur le continent. Un projet qui a été lancé depuis quelques années et qui devait normalement prendre forme déjà à partir de 2023. Mais finalement, le projet n'a pas pu démarrer comme espéré. Les autorités ont voulu convertir cet espace en d'autres choses. Sur les 500 hectares, finalement, quelques hectares seulement resteront pour l'artiste. Le reste a été repris par l'État pour d'autres projets. Le projet Econ City est donc enterré officiellement. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjao. Ouais, c'était un projet de grandeur nature qui avait été lancé par l'artiste R&B Akon, et on attendait tous véritablement de voir la gestation de ce projet pour voir dans quelle mesure ce projet-là va être élaboré jusqu'à la construction de cette cité futuriste, comme tu viens de le dire. Mais par après, on se posait la question de savoir, bon, depuis la pose de la première ère, c'était la première pierre avait été posée en août 2020, si je ne me trompe pas. Voilà, donc après, on a attendu, on pensait que bon, c'est un projet qui allait voir le jour du jour au lendemain, mais par après, il n'y a eu rien. En 2023, la date butoir était passée, le gouvernement a encore prolongé jusqu'en 2025. Aujourd'hui, nous sommes en juillet 2025 et jusque-là, il n'y a pas eu véritablement de suite, donc le gouvernement a décidé, parce que c'est le projet d'urbanisme, c'est l'État qui le conçoit. Et à un moment donné, si un citoyen qui a réussi ailleurs veut venir investir, on ne peut pas lui barrer la voie d'implémenter son projet, et on lui a accordé cet espace-là pour pouvoir implémenter son projet. Mais puisqu'il n'arrive pas à le faire, le gouvernement a jugé bon de faire de cet espace-là un autre J pour faire voir d'autres projets immobiliers. C'est toujours dans l'immobilier. Donc, je pense que c'est un peu regrettable, ma foi, pour l'artiste, parce qu'il a eu des problèmes entre-temps. On parle de manque de financement, et au niveau du Bitcoin, il y a eu ce n'est plus véritablement l'affluence dans ce domaine-là. Il a créé un truc qu'on appelle Ecoin, crypto-monnaie, autre là. Donc du coup, c'est un truc qui ne marchait plus véritablement. Or, il comptait sur ça et sur le financement des bailleurs de fonds pour pouvoir implémenter ce projet. C'est vrai que ça serait un projet assez innovateur qui va permettre à d'autres pays, ou bien permettre aux touristes d'aller visiter le Sénégal, et à d'autres pays aussi africains, pourquoi pas d'implémenter la même chose, mais bizarrement ça n'a pas été fait. Et ce n'est pas la faute à l'État sénégalais, mais beaucoup plus la faute au financement, au manque d'argent et tout, qui fait en sorte que bon, ce projet-là n'a pas pu être exécuté, malheureusement. Mais je veux rester optimiste pour que bon, au moins l'espace qui lui a été accordé, qui lui a encore cédé, parce que sur les 500 États, ce n'est pas tous les 500 États qui ont été repris par l'État. Il y a encore un espace qui a été délaissé à l'artiste. Bon, vivement qu'il arrive à trouver les ressources pour pouvoir implémenter, du moins en miniature, son projet sur cet espace-là, pour voir si on peut encore lui céder d'autres terres, peut-être à l'intérieur du pays, pour qu'il puisse implémenter le projet en plus grand. Je tiens quand même à lui tirer chapeau, parce que il n'a pas manqué de volonté. Et il voulait faire quelque chose, parce que d'autres personnes, la plupart du temps, certains citoyens, quand ils réussissent à l'étranger, dans d'autres pays occidentaux, ils préfèrent vivre avec leur famille, faire la belle vie et autres. Mais au moins, lui, il a eu l'intention de venir investir dans ce pays. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est pas la faute à l'État sénégalais aussi, si le projet n'a pas vu le jour, mais en tant qu'un État responsable qui implémente des projets d'urbanisation pour son pays, c'est tout à fait normal que bon, on retire les terres, et que le SAPCO arrive à implémenter un autre projet sur ces terrains-là pour le bien des Sénégalais. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, le projet devait coûter 6 milliards de dollars. Ce n'était pas petit en tout cas, et devait
devrait se tenir sur 500 hectares. Finalement, l'État reprend pratiquement tout. On lui laisse quand même 8 hectares pour voir si, comme le pense Gabin Adjao, il peut faire un petit truc et on verra bien où est-ce que ça ira. Mais l'État du Sénégal veut reprendre la main dans ce dossier, puisque d'ailleurs le Sénégal a besoin d'argent. On ne peut pas laisser des espaces vides au lieu de les exploiter pour relancer l'économie du pays, Samir. Ben écoutez Guillaume, c'est un projet de grande envergure véritablement. Vous l'avez dit, c'est un projet de ville futuriste, une ville Wakanda véritablement. Et vous avez donné le montant est colossal, c'est énormément d'argent. Et, quand vous convertissez ça en francs CFA, vous imaginez ce que ça peut représenter pour des économies comme l'économie du Sénégal. Des milliers de absolument, ça représente beaucoup de choses. Et donc, quand vous regardez un peu la ville et les aspects qui ont été pris en compte par le projet, vous vous rendrez compte que c'est une ville qui devrait en principe comprendre des gratte-ciel. Et qui parle des gratte-ciel, pas des immeubles ordinaires. C'est vraiment de la technicité, c'est vraiment de la technologie. Et on parlait également des universités numériques. Donc c'est une première véritablement. Ça existe sur les Blancs. Nous voyons comment cela s'est opérationnalisé. Comment cela se présente véritablement sur le terrain. Donc ça devrait comprendre tout cela. Et ensuite, des routes intelligentes. Des routes intelligentes, pas des routes que nous avons ici dans nos pays africains, notamment au Sénégal, des hôpitaux et tout. Donc c'est vraiment une composante de beaucoup de choses innovantes et qui allie technologie, qui allie technicité et puis le savoir-faire véritablement, qui devrait en principe voir le jour sur cet espace-là. Et donc quand vous suivez la sortie donc du directeur de la SAPCO, qui est donc la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, ben, on dit que le projet n'est plus d'actualité. On dit que c'est fini pour le projet. Oui. C'est mort. Parce qu'on lui a accordé beaucoup de temps en temps. Parce que le projet a été annoncé d'abord en 2018, véritablement. Le projet a été lancé en grande pompe aussi. Et donc, le directeur de la SAPCO évoque donc des difficultés de financement et l'absence de progrès significatif sur le site de Mbodiens. Donc, c'est vraiment le site qui devrait accueillir donc, cette ville futuriste-là. Et donc, il parle de progrès significatif, l'absence de progrès significatif. D'aucuns peut-être vont s'attendre qu'il y ait des choses sur le site. En principe, il n'y a pas grand-chose sur le site, à part un immeuble d'accueil là qui est inachevé d'ailleurs. Et donc vous comprenez un peu la situation. Donc on vous octroie ce grand espace là pour mettre ça en valeur et vous perdez plus de 4 ans, plus de 5 ans à ne rien produire sur le site. Ben l'État évolue. Le Sénégal évolue, donc l'État doit prendre en compte les nouvelles priorités. L'État dit qu'il a des nouvelles priorités, que les priorités ont changé véritablement. Et donc on annonce les difficultés de financement parce qu'on a eu du mal à mobiliser les ressources, malgré la promesse des partenaires et investisseurs donc potentiels. Et donc il n'a pas su trouver le financement. Donc l'absence de progrès sur le chantier, comme je l'ai dit, changement de priorité du gouvernement. Le gouvernement s'est rendu compte que la terre peut servir à autre chose. Manque de transparence, notamment dans le montage financier du projet et les actions d'Econ. Ça a été critiqué. Donc tous ces éléments-là ont fait que le gouvernement s'est dit que je pense qu'il est temps qu'on réaffecte les terres promises à Econ City, un projet plus réaliste, en tenant compte donc du contexte national. Oui. Et donc dans ce contexte-là, vous savez que le Sénégal va abriter les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Et donc les autorités réfléchissent véritablement à un projet beaucoup plus réaliste, un projet immobilier plus modeste, avec un port de plaisance, des hôtels et des appartements touristiques. Mais en fait, quand on regarde un peu les conséquences de cette situation-là, de cette décision qui a été prise par les autorités sénégalaises, on se rend compte que d'abord c'est une déception pour les populations de Mbodiens, de ce site-là, parce qu'ils attendaient que la mise en valeur donc de cet espace-là va leur permettre donc d'avoir des emplois, non seulement des emplois mais également des infrastructures. Des infrastructures qui va permettre le développement économique donc du milieu et tout cela. Et ensuite, la perte de crédibilité du Sénégal auprès des investisseurs et partenaires potentiels.
Parce que Econ a échoué auprès donc de ces Econ, acteurs hein, de l'investissement. Mais c'est l'image du Sénégal qu'il allait vendre. Parce que le projet allait voir le jour au Sénégal. Hein, l'État est associé donc à ce projet. Et donc c'est l'image du Sénégal qui est mise en jeu donc dans cette histoire donc de ville futuriste. Et donc je trouve que c'est déplorable. Mais à la lumière de tout cela, vous vous rendrez compte que la plupart des projets immobiliers de grande envergure ont du mal à voir le jour sur le continent africain. Donc nous avons un problème de financement parce que nous n'arrivons pas à mobiliser les ressources à l'interne. Il faut aller chercher les investisseurs à l'étranger. Non pas parce que nous ne travaillons pas, mais nous ne produisons pas suffisamment. Pourquoi nous ne produisons pas suffisamment? Parce que les ressources naturelles ne sont pas transformées sur place. Et donc quand vous ne transformez pas sur place, ceux qui viennent exploiter vos ressources et qui transforment ces ressources-là, mais à la fin de l'exercice, ils rapatrient les dividendes qu'ils ont eus à la fin. C'est vrai qu'ils vont payer les impôts, ils vont payer les taxes, ils vont payer peut-être si certains nationaux ont des parts dans ces sociétés, mais ça ne représente pas grand-chose au regard de ce qu'eux, ils arrivent à en avoir. Et donc, l'État même a des difficultés à mobiliser les ressources, donc l'État ne pouvait pas participer directement à ce montage donc financier de cette ville futuriste là. Donc il fallait chercher les investisseurs. Et quand vous regardez les investisseurs, la plupart ce sont des investisseurs étrangers. Donc des investisseurs qui sont hors du Sénégal. Et donc quand vous êtes hors du Sénégal et au regard des différents événements qui se sont produits au cours de ces dernières années au Sénégal, avec l'instabilité politique, avec les violences politiques qui ont eu lieu, les gens se disent que nous n'allons pas mettre de l'argent dans un pays où nous ne sommes pas rassurés sur la sécurité de notre investissement. Et donc, c'est des éléments comme ça. Non seulement l'État a du mal à mobiliser les ressources à l'interne, ensuite, nous n'avons pas les capacités nécessaires à transformer les ressources naturelles sur place, donc pour créer beaucoup plus de richesses. Et troisièmement, nous avons souvent des régimes politiques instables, avec des violences politiques, avec des querelles politiques et tout cela. Donc, tous ces éléments-là conjugués font que, à la fin, beaucoup des projets de grande envergure, donc de grands montants, ont du mal à trouver une issue favorable, parce que qui parle de projet parle de l'argent véritablement, docteur. Alors, Gabin Adjao, ceci est à l'image de plusieurs autres projets tant annoncés sur le continent, vantés, mais qui finalement sont passés au silence et qui n'ont pas prospéré. Est-ce que quelque part, il ne faut pas prendre le temps quand même de réfléchir à l'avenir du continent, à ces jeunes porteurs de projets et les difficultés qu'ils rencontrent? Pourquoi quelque part, je ne sais pas, mais le Sénégal traverse une situation compliquée avec déjà d'abord les finances qui ne sont pas au beau fixe, avec tout ce qu'on a découvert avec la gouvernance de Macky Sall, les endettements et leurs conséquences qui ont fait que le pays a des difficultés à souscrire à des prêts auprès des institutions internationales, des institutions de Bretton Woods, Econ aussi, qui de son côté n'est plus en tout cas l'artiste qu'il était dans les années 2000 et qui aussi n'a pas pu mobiliser comme il espérait. Qu'est-ce qui fait que finalement les projets grandeur nature qu'on annonce sur le continent finalement se heurtent à certaines réalités et au final on est obligé de les passer sous silence? Non, c'est une question de financement premièrement, parce que Samy vient de le dire, à l'interne, on n'a pas réellement de champions nationaux capables de mobiliser assez de fonds. Et quand un projet est en gestation, on voit que le projet est porteur, certes, mais qui sont ceux-là qui vont apporter quand même leurs fonds pour que ce projet-là puisse se réaliser? Les internationaux, bon, peut-être à un moment donné, la plupart du temps, on traite nos pays de pays instables. Politiquement, on est instable, chaque élection, chaque 5 ans, chaque 6 ans et autres, là, on constate que, bon, il y a toujours de l'instabilité dans nos pays, ce qui fait que, bon, les activités politiques, les activités économiques ont du mal à décoller. Et après ces élections, la plupart du temps, c'est vrai, chaque politique veut asseoir sa stratégie et surtout veut avoir une certaine relation avec les entrepreneurs, ce qui fait que c'est très compliqué pour ces entreprises-là de pouvoir sortir et surtout pouvoir prospérer ces projets. Et encore, nos États ont du mal à octroyer des prêts aux citoyens.
pour de petits projets que les jeunes citoyens qui viennent de sortir de l'université portent pour demander des prêts. C'est la croix et la bannière, c'est très compliqué. Or, tous les citoyens ne peuvent pas aller chez les bailleurs de fonds, c'est l'État qui va chez les bailleurs de fonds. Alors que l'État n'a pas véritablement ces projets-là à exécuter. Les citoyens ont ces projets, les jeunes ont ces projets-là, mais malheureusement, par faute de financement à l'interne, par faute de financement par l'État, d'accompagnement aussi par l'État, on en arrive à quoi? Il y a fuite de cerveau parce que les gens se disent, bon, j'ai des idées, j'ai autres là, mais on n'arrive pas à me financer, j'ai pas les moyens pour pouvoir démarrer mes entreprises, donc je vais aller me chercher ailleurs. Et quand il va se chercher ailleurs, bon, il va faire des petits boulots quelque part, et ces idées-là qu'il avait auparavant se perdent. Et maintenant, ceux-là qui veulent financer, peut-être les investisseurs étrangers, quand eux, ils viennent, ils veulent prendre une grande part dans l'entreprise et ça ne marche pas par après. Donc, à un moment donné, ce sont nos États qui sont premièrement coupables de tout cela parce que n'arrivant pas véritablement à permettre aux jeunes d'éclore, de faire éclore leur talent, on n'arrive pas à consommer nos ressources humaines et nos ressources minières, même, n'en parlons plus parce qu'on n'a pas véritablement d'infrastructure de transformation de ces ressources-là sur place. Donc, à un moment donné, c'est à nous de réfléchir dans quelle mesure les jeunes peuvent être accompagnés. Je dis nous parce que je dis africains, les États africains. C'est aux États africains de réfléchir dans quelle mesure ils peuvent accompagner les jeunes à réussir leurs projets, des projets porteurs, des projets qui peuvent faire développer les pays, des projets qui peuvent faire employer des milliers d'Africains. Ce qui s'est passé avec Econ, moi, c'est la mort dans l'âme que je suis en train de vivre ça parce que c'est un monsieur qui a mûri son projet et vu sa personnalité d'antan, il pensait pouvoir mobiliser ces fonds-là. Malheureusement, il n'est plus sur la scène comme il le faut et qu'on peut avoir 6 milliards de dollars sur son compte, mais il ne va pas débourser ça. Non, il ne va pas se ruiner à cause d'un projet qu'il veut faire venir exécuter au Sénégal, pas du tout. Donc, ce sont la mauvaise foi ou bien, peut-être nos États qui n'arrivent pas à permettre véritablement au projet de s'éclore et surtout de durer dans le temps. Parce que vraiment, on voit dans nos États, même pour acheter un petit tracteur, c'est la croix à la bannière. Donc, à un moment donné, premièrement, la faute est à nos États et aussi au fait que, les investisseurs étrangers, quand ils viennent, c'est eux qui veulent prendre la plus grosse part. Et peut-être que, si ils ne veulent pas prendre la plus grosse part, ils prennent ton projet et s'en vont l'exécuter ailleurs parce que là, tu ne seras pas là pour observer, pour voir que c'est un projet qui est en train d'être exécuté. Et même dans nos États, les jeunes font des projets, on va déposer dans des ministères, autres là, mais par après, tu entends que ton projet est en train d'être exécuté dans une partie du pays sans que tu ne sois au courant. Donc, tout ça, c'est une grosse déception pour les pays africains. Et vraiment, l'image de l'artiste ne peut pas être écorchée dans cette histoire-là parce qu'il a eu envie d'apporter quelque chose à son pays, à son État. Et le Sénégal aussi ne peut pas être ne peut pas être accusé dans cette histoire parce que c'est l'artiste même qui a évalué son projet, qui sait très bien qu'il pouvait faire quelque chose. Le Sénégal lui a accordé ce qu'il faut. Maintenant, si on ne voit pas, depuis la pose de la première pierre, on ne voit même pas une simple clôture, c'est tout à fait normal que l'État récupère ses terres et en fasse bon usage après. Merci beaucoup. À vous, Gamé Adjao, vous voulez ajouter quelque chose, Samy? Écoutez, docteur, nous avons toujours dit dans nos différentes analyses qu'il faut faire en sorte que les nationaux puissent avoir un revenu conséquent. Donc, lorsque vous avez un revenu conséquent, c'est-à-dire que lorsque le pouvoir d'achat des citoyens est assez motivateur et élevé véritablement, ça leur permet donc de participer à de tels projets. Est-ce que vous serez étonné qu'un tel projet réussisse dans le Golfe? Non, jamais. Jamais. Parce qu'en fait, il y a une économie florissante. Donc, il y a des nationaux qui sont bien payés, qui sont rémunérés. Le travail leur permet véritablement d'avoir un revenu conséquent. Donc, je pense que le défi, c'est de faire en sorte que le pouvoir d'achat des populations soit élevé véritablement. Donc, revoir donc le cadre juridique, faire en sorte que les investisseurs qui viennent dans nos pays puissent bien payer donc nos concitoyens pour que, pour de tels projets-là, qu'on puisse compter
sur la participation des nationaux, au lieu d'aller chercher les fonds ailleurs. On sait que quand vous allez chercher les fonds ailleurs, on sait tout ce qui est derrière et tout cela, les conditions. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.